bonjour à toutes et à tous. Le sujet est apprendre à comprendre des histoires en pédagogie de l'écoute. Mettons les choses dans l'ordre et mes pages en particulier. Alors, introduction. Comprendre, nous demandait Alain Bentolila dans sa demande d'intervention, est-ce que cela s'apprend? C'est la question qu'il nous a posée comme intervenant. Est-ce que cela s'apprend? Il a exprimé son point de vue sur la question, mais on pourrait répondre par la négative. La compréhension est un processus cognitif automatique qui nous échappe la plupart du temps. Heureusement. Cela nous permet de lire de manière fluide ou de suivre aisément une conversation. Automatique jusqu'au moment où ce processus d'intégration des nouvelles informations à une représentation globale du sens rencontre un obstacle. Pour le surmonter, le lecteur ou l'auditeur va convoquer, plus ou moins consciemment et laborieusement parfois, ce dont il se rappelle de ce qu'il vient de lire ou d'entendre, d'où l'importance de la mémorisation dans ce processus global. 2. Retrouver les connaissances qu'il peut avoir relativement au sujet traité, connaissances encyclopédiques, culturelles, pour les confronter avec ce qu'il avait compris ou cru comprendre. 3. Faire appel à des connaissances lexicales, syntaxiques, textuelles, aussi bien pour revenir à la lettre du texte ou du propos tenu que pour donner une nouvelle forme à la représentation globale du sens qu'il tente d'ébaucher. On voit dès lors se dessiner des programmes d'entraînement à la compréhension des textes qui se confondent pour une bonne part avec les sous-disciplines du français et donc avec la maîtrise du langage au sens large. 4. Enfin, le sujet doit mobiliser dans le même temps des compétences métacognitives, métalinguistiques, pour contrôler l'avancée et la pertinence de ces opérations. Mais à l'école maternelle, les compétences des enfants, de nos élèves, ne leur permettent pas, pour la plupart d'entre eux, de convoquer ce dialogue interne et silencieux qui est essentiel dans la conduite du processus que je viens de décrire. Avant 5 ans, pour la majorité de nos élèves, c'est la parole même, le langage qui donne une forme à la pensée, qui la réalise, comme dit Vygotsky, à la pensée qui s'ébauchait. Il est difficile chez le jeune enfant de séparer la pensée de l'énonciation, et c'est dans la parole même que vont apparaître les prémices de ces compétences méta qui sont au cœur de la compréhension non automatique. Aussi, plutôt que de lui demander de réfléchir avant de parler, ce qu'on pourra faire plus tard, on attendra de lui une parole construite, ou plutôt une parole qui se construit avec ce que ça suppose d'erreurs, d'hésitations, d'incertitudes que l'enseignant accueille comme les signes patents de cette réflexion qui l'accompagne et dont elle est indissociable. Donc, que le langage aide à faire advenir. Or, on sait que l'école maternelle échoue beaucoup à réduire les inégalités dans ce domaine essentiel qui est celui du langage. Partant du principe que l'élève apprend à parler avec l'adulte, l'enseignant privilégie les interactions individualisées, transformant ainsi les moments de langage en une succession de micro-dialogues dans lesquels la part de l'adulte est de manière cumulative nécessairement la plus importante. Et comme dans ce dialogue pédagogique ordinaire, ce qu'on appelle le cours dialogué dans le secondaire, ou dialogue pédagogique ordinaire dans les termes d'Elisabeth Nonon, tout concourt à accélérer la vitesse des échanges. Questions fermées, concurrence entre élèves, relance
magistrale rapide, l'enseignant occupe, dans le meilleur des cas, 60% de l'espace conversationnel. Et ne croyez pas que quand il est fatigué, il parle moins. Le résultat est que même lors de séances en groupe restreint, un tiers des élèves restent plus ou moins silencieux. Des chiffres qui ont été établis de longue date. Et pour les autres, pour ceux qui parlent, le résultat sur le plan linguistique est que la longueur moyenne de leurs interventions est inférieure à une dizaine de mots. Là aussi, des chiffres établis de longue date et contrôlés régulièrement, vérifiés, on les retrouve régulièrement, bien en deçà de ce qu'il faudrait pour faire les apprentissages syntaxiques, discursifs, attendus à la fin du cycle 1, selon les programmes en vigueur. C'est ainsi que la vitesse des échanges interdit la centration sur une question pendant une durée suffisante pour que s'engage une réflexion collective qui laisserait à chacun le temps d'intervenir, éventuellement de revenir sur ce qu'il a dit ou ce qu'il a pu faire, autrement dit mettre en place les opérations cognitives constitutives de la compréhension, cette espèce de va-et-vient entre ce que je pense et ce qui me vient, etc. C'est-à-dire acquiert les habiletés cognitives et langagières qui sont au cœur de la compréhension des textes et plus largement de la maîtrise du langage de l'école. Alors, que faire? Pour que les élèves y parviennent, il faut d'abord leur en laisser le temps. Laisser le temps de réfléchir et de construire leurs interventions, c'est le principe de base de la pédagogie de l'écoute. Pour cela, l'enseignant adopte une posture en retrait. Il va systématiquement différer le moment de poser une nouvelle question et permettre ainsi à chacun d'écouter les réponses des autres et de participer aux échanges. Le respect de ce principe fondamental a pour conséquence les choix constitutifs de la pédagogie de l'écoute que je vais brièvement présenter. Un format de séance régulier. L'enseignant adopte une posture en retrait au cours des échanges. Ça suppose de réduire de manière drastique le nombre de questions posées. Ce sont des questions ouvertes qui reviendront pareillement d'une séance à l'autre et que les élèves, c'est ce qui est capital, ce que les élèves pourront anticiper. La régularité de la structure de la séance en 3 parties, restitution, compréhension, interprétation, dont nous verrons des exemples tout à l'heure. La régularité des questions associées assure une réelle clarté cognitive aux élèves. Elle leur permet donc d'anticiper les tâches discursives et cognitives qui vont leur être demandées. Deuxièmement, des séances dédiées vont précéder et suivre les séances de langage. Une séance décrochée avant la séance de langage permet de préparer la séance. On va travailler sur le lexique, les notions encyclopédiques ou culturelles dont les élèves ont besoin d'avoir la connaissance pour aborder le texte qui va leur être lu. Et une séance dédiée après la séance de langage va permettre de revenir sur les difficultés rencontrées, que ce soit des difficultés linguistiques ou des difficultés plus d'ordre culturel, etc. Bien. Enfin, Alain Bentolila m'a bien coupé l'herbe sous les pieds. On travaille sur des textes non illustrés. En pédagogie de l'écoute, on travaille sur des textes non illustrés pour au moins 2 raisons. La première est de répondre tout simplement au programme qui demande à nos élèves qu'ils aient appris à comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu à la fin du cycle 1. C'est très clair, le meilleur moyen, eh bien, c'est de le faire. Deuxièmement, un texte narratif non illustré est un meilleur support que l'album pour l'apprentissage du langage, tant pour la mémorisation des textes et du lexique, que pour la compréhension globale et fine des histoires, lorsqu'on travaille avec des groupes un peu conséquents, entre 6 et 12 élèves. Pour essayer de le montrer concrètement, on va présenter 3 vidéos successivement, correspondant à chacune des 3 parties que je viens d'évoquer. Alors la première partie, c'est là. Donc, est-ce que je suis capable d'avancer? Formidable. Non. Une autre. Formidable. Donc, on retourne peut-être en arrière. Voilà. Donc, on va voir une séance
qui a lieu, comme vous le voyez, au mois de mai, en grande section, en REP+, le début de la séance de langage. Vous allez voir les élèves répondre à une question ouverte qui est tout simplement « De quoi vous rappelez-vous » à propos du conte Jack et le haricot magique, dont ils viennent de découvrir le 3e épisode. Donc il y a 11 élèves, on est en REP+, il y a des élèves allophones et ils travaillent en pédagogie de l'écoute depuis le début de l'année. Alors, je viens de vous raconter ou de vous lire les 3 premiers épisodes du texte, Jack et le haricot magique. Alors, première partie, l'histoire. Qui pose la question? Lina? De quoi vous rappelez-vous? Luna? Il était une fois un petit garçon, il s'appelait Jack. Il vivait seul avec sa maman, une petite maison, une pauvre maison, un pauvre jardin et seulement une vieille vache qui donnait presque plus de lait. Un jour, la vache y donnait plus de lait. Alors, la maman de Jack, elle a décidé de vendre la vache. Jack a dit, c'est moi qui va vendre la vache. Pour Jack, il s'ennuyait à la maison. Safouane? Et le lendemain, Zach s'est réveillé en premier. Il a pris une corde et il a accroché la vache. Après, il est parti au marché. Mirza? La maman du Jacques, il a dit à Jacques, il faut au moins 10 pièces d'argent. Alors, Jacques, le lendemain matin, Jacques il est réveillé le premier, il a attaché la vache et il allait au marché. Nessa? Et après, il a fait même pas 100 pas qu'il a déjà rencontré un petit monsieur tout courbé sur son bâton. Et il a dit « Bonjour Jack ». Et c'était bizarre parce que Jack, il savait pas comment le petit vieux, il s'appelait. Il a dit... Timéo? Et le petit vieux, il a dit bonjour Jack. Et moi, je trouve ça un peu bizarre parce que Jack connaît pas son prénom, mais le petit vieux connaît son prénom. Et après, Jack, il a dit bonjour monsieur. Et après, le petit vieux, il a demandé où tu vas avec sa vache. Et après, Jack, il a répondu, je veux la vendre au marché, ils vont m'en tirer un bon prix. Au moins 10 pièces d'argent. Areg? Et alors, Jacques, et alors le petit vieux, il a dit, alors moi, je t'achète ta vache. Et il dit, et tiens, je te donne cette belle graine d'haricot. Et Jacques, il dit, mais quoi, vous me moquez de moi, monsieur? Mon maman, il m'avait dit, pour cette vache, il faut 10 pièces d'argent et vous me donnez que cette graine d'haricot. Bien. L'autonomie des élèves dans leur prise de parole, la dimension collective de leur restitution et leur investissement dans la tâche sont indéniables. Les élèves ont déjà une bonne mémoire de l'enchaînement des événements. Ils sont capables, à ce moment de l'année, de s'engager dans une forme de narration collective, en enchaînant les uns sur les autres, une tâche discursive bien plus difficile sur le plan cognitif qu'une narration individuelle. Enfin, nombre d'entre eux construisent des énoncés longs, plus d'une trentaine de mots en moyenne, avec l'emploi des temps du passé, passé composé, imparfait plus que parfait,
des connecteurs logico-temporels et des notations descriptives, explicatives propres au deuxième plan, la véritable chair du récit, si on est un peu frotté de littérature. La posture en retrait de l'enseignant laisse le temps aux élèves de développer et de contrôler leurs propos. Et quand ils hésitent sur le choix d'un mot ou d'une construction, c'est bien parce qu'ils reviennent à la lettre du texte et que la formulation qui leur vient ne les satisfait pas. On est bien dans le processus que nous avons décrit et qui associe ici, dans le cadre de cette narration collective, à la fois le retour sur le texte et les prémices d'un contrôle de type méta. C'est par exemple le cas de Luna, qui sans doute avait d'abord envisagé de dire à quel prix Jack devait vendre la vache. Jack a dit « c'est moi qui va vendre la vache pour… » On attend 10 pièces d'argent et qui revient finalement à une motivation plus subtile en revenant à la lettre du texte « c'est moi qui va vendre la vache pour… » Jack s'ennuyait un peu à la maison. Ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant en termes de compréhension de l'histoire. C'est aussi Nessa, la petite fille, qui inverse les sujets dans la restitution de la rencontre entre Jack et le petit vieux. C'était bizarre parce que Jack, il ne savait pas comment le petit vieux il s'appelait. Mais Nessa, à ce moment-là, ralentit, elle sent que ça ne va pas, elle hésite. Et un changement dans son attitude le montre qu'elle est consciente de cette erreur. Et c'est Timéo, le garçon qui suit, qui corrige cela sans pour autant et avec tact rappeler l'erreur à Nessa. Mais c'est aussi parce que ces élèves sont véritablement investis dans les tâches qu'on leur demande que l'enseignant peut organiser en alternance avec les séances de langage des séances décrochées fonctionnelles qui sont consacrées à l'apprentissage spécifique des notions, des termes, des constructions verbales que les élèves ne connaissent pas. Voici par exemple des éléments du travail accompli en séance décrochée préparatoire. Par exemple, on a travaillé sur les personnages, sur l'identité, leur dénomination, en particulier sur le fait que la femme de l'ogre n'est pas une ogresse, et on parlera d'elle en disant toujours que c'est la géante, alors que l'ogre est un ogre. On travaillera sur le vocabulaire, gredin, honte, recette, cuit à la broche ou cuit dans la cheminée, vous vous rappelez de l'histoire. Un buffet n'est pas un bouffet. On a des élèves allophones et on sait que le UU peut poser des problèmes, en particulier des turcophones. Des mots déjà rencontrés dans d'autres textes, festin, ventre à terre, on revient dessus, déguster, s'ennuyer. Enfin, des tournures syntaxiques, toujours très important de travailler sur les verbes. En langage à l'école maternelle, c'est le cœur quand même de la syntaxe. Donc l'élision, par exemple, là, on est en morphosyntaxe, un haricot ou bien le haricot, on verra que c'est toujours délicat. La formule, il n'a pas cru ce qu'il a vu. Et puis la forme factitive du verbe croire, faire croire. On est dans le monde des contes, et faire croire est une construction qu'il faut maîtriser tout simplement pour comprendre et parler des contes. Bien. Deuxième partie de la séance de langage, elle va être consacrée, maintenant que les choses sont en place, on a mémorisé, on a en mémoire l'ensemble des événements de l'histoire, on va pouvoir attaquer la partie compréhension. Donc lors de cette partie, suivant cela, les travaux de didacticiens et des spécialistes de la littérature va porter sur les personnages et leurs états mentaux, pensées, désirs, croyances, qui sont au cœur, en fait, de la dynamique de l'histoire. Alors, on va voir le début d'une deuxième partie. L'enseignant, au cours de cette séance, qui a lieu le 2 mai, à la suite de ce que vous avez vu, va poser 4 questions. Donc, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le dialogue pédagogique ordinaire, où les calculs nous ont montré que l'enseignant pose en gros une question toutes les 10 à 12 secondes. Imaginez la mitraillette que l'on impose à nos élèves. Quel adulte résisterait à ce régime? Passons. Ici, l'enseignant va poser 4 questions et les élèves construisent des interventions, vous allez le voir, qui convoquent les verbes d'état mentaux, ils sont soulignés sur la vidéo, et qui permettent d'évoquer le point de vue des personnages en cause et constructions logico- et positives variées qui signent la modalité nettement explicative de leur discours. OK, donc, ici, si vous pouvez envoyer la deuxième vidéo.
Alors, je viens de vous raconter ou de vous lire les 3 premiers épisodes du texte. Jacques et le haricot magique. Bien. Deuxième partie, de quoi on parle et aussi qu'est-ce qu'on veut savoir. Mirza? On veut les noms des personnages et ceux qu'ils veulent. Kadir? Jack, ogre, une femme ogre, et monsieur courbé sa bâton. Alors, une première question. Écoutez. Que veut Jack quand il remonte au château des nuages? Dites pourquoi. Mustapha? Parce que une fois, le sac, il était vide. Et après, il allait voir s'il en a encore. Et que pense la géante quand elle revoit Jack? Lina? Elle pense parce que ne me... T'es un voleur parce que tu nous as volé un sac rempli de pièces d'or. C'est ça? Alors, là, elle pense que Jack, il est gentil, mais elle pense comme il a volé les sous, bah, elle pense que Jack et avec sa maman, ils sont très très pauvres. Mirza? La femme de l'ogre, il était fâché et elle a dit à Jacques, t'as un gros daim. Et qu'est-ce que la géante fait croire à l'ogre quand il dit que ça sent la chair fraîche? Mélissa? Il dit que c'est meilleur dans... Elle lui fait croire. Elle lui fait croire que c'est meilleur dans la cheminée et que c'est ce mouton qui sent si bon. Safouane? Et la femme de l'ogre, elle croit que... Elle fait croire. Elle fait croire que c'est le mouton qui sont bons. Timéo? La femme de l'ogre, il lui fait croire de la première fois que Jacques monte, il lui fait croire que c'est le cochon. Et la deuxième fois, il lui fait croire que c'est le mouton. Qui peut dire pourquoi elle fait ça? Kadir? Vers un vent. Sa marée mange tout vent. Et pas un vent. Veut. Safouane? Elle veut que son mari, il mange pas les enfants. Elle veut aussi avoir des enfants. Areg? La femme de l'ogre, il voudrait avoir des enfants, mais comme son mari, il mange tous les enfants, alors on dit pas.
fait aussi... Timéo? Il fait ça, comme ça, la jante, il fait prologue. Ça, comme ça, il découvre pas la cassette de Jack. On a ici un dispositif qui permet aux élèves de construire ensemble un ensemble de réponses à des questions ouvertes et subtiles, mais qui leur permettent de croiser des réponses possibles dont on ne peut pas dire qu'une soit fausse, mais au contraire, on a une véritable construction collective de la compréhension du texte. Alors, tandis que la compréhension, ce qu'on vient de voir, est d'une certaine manière inscrite dans le texte, l'interprétation suppose un changement de point de vue et on ne demande pas aux élèves, cependant, de produire du sens sur la base d'une lecture savante, comme on peut le faire plus tard à l'université, demander une interprétation au sens littéraire du terme, faire une lecture psychanalytique, sociologique, ethnologique du texte. Non, on ne va pas leur demander ça, bien sûr. Et on va prendre le mot interprétation au sens où pourrait le faire un acteur ou un metteur en scène. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer un autre déroulement? Est-ce qu'on pourrait imaginer les choses un peu autrement? On va le faire à partir de deux types de questions. La question classique que les élèves connaissent depuis la moyenne section, c'est « à votre avis, que va-t-il se passer ?» Donc, il s'agit un petit peu de faire avancer les choses. Et puis, une question qui viendra plus tard dans l'année, c'est « et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place du personnage ? À tel moment, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Et là, on entre dans quelque chose de plus subtil qui va faire émerger le sens profond de l'histoire, les valeurs qui sont véhiculées par l'histoire, puisqu'il s'agit bien souvent de choix moraux délicats. Mais ici, on est à la fin de l'année et les élèves sont capables de faire des choses assez intéressantes. De plus, là, c'est une histoire qui est très longue. Jack et le haricot magique est une histoire qui se fait très rarement à l'école maternelle, justement à cause de sa longueur. Il y a 5 épisodes. Et on est au 22 mai, donc les élèves ont vu toute l'histoire. Et l'enseignant va leur poser une question différente. Il va leur demander de porter un jugement sur le héros de l'histoire. Et on va voir que dans le cadre de cette question ouverte, dans cette troisième partie, les enfants vont faire des réponses, mais vous commencez maintenant à les connaître et vous allez voir que ces réponses sont à la fois variées et en même temps le reflet profond, ou plutôt le reflet de leur personnalité. Bien. Alors, on ne va pas faire aujourd'hui la deuxième partie du travail, tout simplement parce que vous avez bien compris l'histoire et je le vois bien quand vous racontez. Alors tout de suite, troisième partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Timéo. Il faut se mettre à la place d'un personnage. Alors écoutez bien la première question. À votre avis, à la fin de cette histoire, est-ce qu'on peut dire que Jack est un voleur? Et dites pourquoi. Non. Timéo? Oui, on peut dire que c'est un voleur parce que quand il est allé dans le château, il a volé la poule, la harpe et le sac rempli de pièces d'or. Safouane? Moi, je dirais pas qu'il était voleur parce que il voulait juste un peu d'argent. Kadir? Et Jack, voleur, elle volait sac l'or. Et deuxième fois, elle volait une poule. Troisième fois, elle volait une harpe. Et cinquième, elle
Rien volé. Mirza? On peut dire Jack c'est un voleur parce que comme il savait rien, alors il a acheté, alors il a pris le blouson d'or, la harpe magique et le sac plein de pièces d'or. Lina? Non, s'il n'est pas un voleur, parce que si on y allait, il peut voler des choses. Mais non, puisque c'était dangereux. Mélissa? On pouvait dire que c'est un voleur parce qu'il a volé la pouleuse d'or, le sac rempli de pièces d'or et la harpe magique. Luna? Et puis, on connaissait que c'était pas un voleur parce qu'il doit avoir juste un peu de sous, parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Arrête. Et moi, je pense qu'il n'est pas un voleur parce qu'il voulait juste avoir d'argent, mais moi, je pense qu'il choisit comme un voleur. Nessa? Moi, c'est pas un voleur parce que il voulait juste faire plaisir à sa maman et avoir un peu d'argent. Mais sinon, ça aurait été pas un voleur. Alors, en attendant une nouvelle histoire, bien différente de celle-ci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un garçon. En tout cas, bravo. Conclusion. À l'école maternelle, je crois qu'il ne s'agit pas tant de faire comprendre tel ou tel texte que de donner aux élèves la possibilité de s'engager ensemble dans le processus même de la compréhension, mémoriser, revenir à la lettre du texte, envisager plusieurs réponses possibles aux questions posées. Il faut pour cela prendre au sérieux les difficultés linguistiques des élèves, ce que l'on fait en organisant en alternance avec les séances de langage, des séances spécifiques, les séances décrochées. Au cours de la séance de langage, une fois la question posée, l'enseignant laisse le temps aux élèves de réfléchir et de construire leurs interventions. Alors, comme le scripteur sur son brouillon, les élèves reviennent et apprennent à revenir sur ce qu'ils ont déjà dit. Ils le reformulent, le discutent ou le complètent pour arriver à une forme plus satisfaisante qu'ils produisent alors bien plus naturellement que le résumé dirigé auquel on les invite trop souvent. Progressivement et ensemble, ils apprennent à comprendre de véritables textes et dans le même temps, ils s'approprient le langage de l'école. Cette parole autonome et réfléchie, gage de leur réussite scolaire. Je vous remercie. Voilà.